Cheikh Anta moytu leen xel yu mu sonta Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop le scientifique bindoon na ko l'historien waxoon na ko l'anthropologue bindoon na ko le grand africain waxoon na ko le grand africain bindoon na ko mane bindoon na ko waxoon na ko mane waxoon na ko bindoon na ko mane Obenga ak Omotunde jottali nañu li fa xewoon waay borom xam-xam yi nangu nañu ne Cheikh Anta Diop waxoon na ko moo yore dëgg bindoon na ko keroog su sam waxoon na ko keroog su sam bindoon na ko keroog su sam waxoon na ko wax ko dëgg ci àdduna bindoon na ko yónnee na Égypte waxoon na ko wax ko dëgg ci àdduna yónnee na Égypte waxoon na ko am ñu fa ñëw di kasaw déet waay ki la yam xam-xam du réer Cheikh xayma mu leer waxoon na ko la ñuy xam tu booba daje ba amoon ca kee waxoon na ko xel yi di buuxante daje ba amoon ca kee waxoon na ko Cheikh tontu leen ci barke xam-xam te sante bu metti booba ñu naan Afrique amul cosaan moom amul mbati waxoon na ko moom xamul xeltu bindoon na ko déedéet waxoon na ko moom xamul xeltu bindoon na ko déedéet waxoon na ko loolu foo leen ko tee bindoon na ko man damay laajte rek waxoon na ko ndax xam-xam du réer bindoon na ko ndax xam-xam du faqastal waxoon na ko professeur yëkkati ful la fayda Cheikh Diop ne ga waxoon na ko nit ki la juddoo bindoon na ko góor fi la yaroo téere yum fi bàyyee loolu leer na loolu wóor. Anthropologue, égyptologue, Cheikh Anta Diop était également philosophe et linguiste. Il a travaillé dans la biologie, le nucléaire, les mathématiques. Il était théoricien, a réfléchi sur l'astronomie. En plus d'avoir été professeur d'université, Cheikh Anta était aussi un homme politique. Son parcours pour restaurer la vérité sur l'Afrique. Il est opposé à toute idée considérant l'Afrique comme un continent ahistorique. À l'âge de 4 à 5 ans, il est envoyé à l'école coranique avant d'être scolarisé à l'école régionale de Diourbel. En 1937, il obtient son certificat d'études primaires. Il rejoint ensuite Dakar, puis Saint-Louis pour ses études secondaires. Après l'obtention de son baccalauréat en 1945, il part à l'âge de 23 ans à Paris pour suivre une formation en physique et chimie. Il versera ensuite dans l'étude de l'histoire et les sciences sociales en s'inscrivant à la faculté de philosophie et de lettres de la Sorbonne. Diop rêvait de devenir ingénieur aéronautique. Il participera à la création de l'Association des étudiants africains de Paris. Pendant qu'il était étudiant, il s'est engagé pour l'indépendance des pays africains. Diop était également partisan de la constitution d'un État fédéral en Afrique. C'est en 1947 que Diop commence ses recherches linguistiques sur le Wolof et le Sérère. Lorsqu'il termine ses études de philosophie, il a étudié la physique sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, gendre de Marie Curie, allant jusqu'à traduire des fragments de la théorie de la relativité d'Albert Einstein vers le Wolof, sa langue natale. En 1948, il obtient sa licence de philosophie et s'inscrit en faculté des sciences. Sa première étude de linguistique porte sur études linguistiques Wolof, origine de la langue et de la race Wolof dans la revue Présence africaine, créée par Alioune Diop. En 1950, il obtient les 2 certificats de chimie, chimie générale et chimie appliquée. Ses positions sur la population de l'Égypte antique ont créé des polémiques sur le sujet de sa thèse de doctorat. L'Université de Paris rejette sa thèse de doctorat en 1951. Diop y soutenait l'idée que l'Égypte ancienne était une culture noire. Cheikh Anta affirmait que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Anta continuera de consolider ses positions qu'il finira par publier en 1955 sous la forme d'un livre intitulé Nation nègre et culture. L'œuvre fera que Cheikh Anta soit face à de nombreuses controverses pour l'intellectuel qu'il était et militant politique en faveur de l'Afrique. Cheikh Anta obtiendra finalement son doctorat en 1960, année d'indépendance de son pays, le Sénégal. Il revient au Bercail et enseigne à l'université de Dakar,
qui portera son nom. C'est aussi en 1960 que Diop publie l'œuvre qui définit son orientation politique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. C'est ainsi en 1960 que Diop publie cette œuvre qui définit son orientation. Sa participation au colloque de l'UNESCO au Caire en 1974 lui permet de rédiger le chapitre concernant les origines des Égyptiens de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. À l'université de Dakar, il obtiendra en 1981 le titre de professeur. Cheikh Anta lance ses activités politiques en participant à la création du parti de l'opposition, le Bloc des masses sénégalaises, BMS. En 1962, il est emprisonné avant d'être libéré sans aucune charge. Son parti est dissous. Cheikh Anta crée un nouveau parti qui est encore dissous par le gouvernement du président Léopold Sédar Senghor. Pendant 10 ans, Cheikh Anta se retire de la vie politique pour se consacrer alors à une activité scientifique dans son laboratoire Carbone 14 de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFON. Quand Senghor quitte le pouvoir en décembre 1980, le président Abdou Diouf supprime les lois interdisant la formation des partis politiques. Ceci permet à Cheikh Anta Diop de voir son parti, le RND, légalement reconnu. Cheikh Anta refuse d'occuper le siège obtenu à l'Assemblée nationale suite aux élections législatives de 1983. Une manière pour lui de protester contre les résultats des élections qu'il considère frauduleuses. En 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres de Dakar, Cheikh Anta Diop a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. À Paris, une plaque commémorative lui rend hommage aux 31 rues des Écoles. Elle indique Cheikh Anta Diop, 1923-1986, savant et homme politique africain, écrivit ici Nation nègre et culture, hommage de l'Afrique. Les nombreuses conférences qu'il a animées, ses nombreux ouvrages, ses réflexions, positions dans les congrès internationaux, adossés à un parcours d'intellectuel et homme politique atypique, ont fait de Cheikh Anta un homme historique dont l'Afrique se glorifiera aussi longtemps que ses fils se tiendront debout pour son passé, son présent et son futur. À sa mort le 7 février 1986, il est enterré à Ceytou, son village natal, comme il en avait formulé le souhait. Un an après, en 1966 la créé li nga xamanteni ci biir université bu Dakar premier laboratoire africain bo xamanteni day spécialisé ci wàllu datation des fossiles archéologiques mu ànd ceeg commissariat français bu énergie atomique muy CEA ci biir laboratoire boobu noonu Cheikh Anta Diop def ay test mélanine utiliser maanaam ay échantillon deru doomu aadama yi nga xamanteni nekk nañ Égypte mu méngale kooku ñun suñu yos yi maanaam africain noir yi te bi mu ko defee résultat yi daf ko jox que ni effectivement ñoom égyptiens yi seeni origine mooy Afrique noire. nga dem dans les années 70 Cheikh Anta Diop dafa participer ci comité scientifique international bi nga xamanteni ni dañ ci lëkkaloo nag ki nga xam ne nii mooy UNESCO pour élaborer histoire générale bu Afrique mu nekk benn projet éditorial boo xamanteni nii mi ngi toll ci 8 volumes ngir bind ouvrage boobu noonu Cheikh Anta Diop participer ci colloque international bu Caire en 1974 mu nekk moment boo xamanteni nii moo ko may mu confronter maanaam méngale méthode yi nga xamanteni ni doon na ko def ay recherche France yëgalee ko fii ci Sénégal wane ay résultats de recherche yoo xamanteni nii àdduna wërgal këpp teg ci seen bët ci colloque international boobu noonu Cheikh Anta Diop bind benn chapitre tuddee ko l'origine des anciens égyptiens ci colloque boobu noonu spécialistes yi fa teewoon yu ci ëpp dañu approuver résultats yi nga xamanteni ni Cheikh Anta Diop présenté woon na ko fa moom ak Théophile Obenga di firndeel que ni comme li may wax sànq Égypte ancienne Afrique noire la ñu sokke ko fa lañ inspiré wu jamono moo dox ba soppe ko am. donc ci tënk rek Cheikh Anta Diop moo nekk noonu pour wan leen liggéey bi nga xamante ni def na ko pour siggil der wu ñuul ci àdduna wërngal këpp. d'ailleurs en 1966 bi ñu organisé festival mondial des arts nègres fii ci Dakar Cheikh Anta Diop dañ ko def auteur africain bi nga xamante ni moo ëpp maqaama maanaam moo ëpp dayoo gi nga xamante ni def na ko ci li nga xamante ni nii mooy 20e siècle bi. mu nekk lu am solo le 8 février 2008 ministre de la culture bu Sénégal muy Mame Birame Diouf dafa inauguré benn mausolée ngir delloo njukkal ki nga xamante ni nii mooy Cheikh Anta Diop ci village natalam muy Ceytu mausolée boobu noonu bokk na ci site yi nga xamante ni nii yu gën a màgg la fi nga xamante ni mooy nag mi ngi juddu le 29 décembre 1923 fële nga xam ne nii mooy Ceytu Ceytu mi ngi nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop bàyyeekoo ci famille wolof bi mu amee nag ñaar fukki at ak ñett ci la dem Paris maanaam France jàng fa li nga xamante ni mooy physique chimie mais yemu ci daf ci dolli jàng li nga xamante ni mooy histoire ak li di science sociale
mais ci jàngam Cheikh Anta Diop dafa adopté benn point de vue boo xamante ni dafay méngoog li nga xamante ni mooy Afrique fexe ba yëkkati jar bu ñuul weddi tuuma ñi teg ci kaw africains yi comme quoi que ni ay askan lañ yoo xamante ni amuñu démb. En 1951 Cheikh Anta Diop ci direction Marcel Griol bind benn thèse doctorat ci université bu Paris. ci thèse doctorat boobu noonu mi expliqué ni Égypte ab dëkk la boo xamante ni ay africains noirs ñoo ko sanc ñoo ko sos làkk yi nga xamante ni moom la égyptiens yi di làkk ak culture égyptienne ci boppam bi nga xamante ni occident yi dañ ci inspiré wu Afrique noire la sokkee ko balaa dara di am mais thèse doctorat boobu noonu li ci garaaw mooy français yi ci boppam dañu bañ ni Cheikh Anta Diop du ko présenté wul thèse boobu noonu bi mu ko bindee ba pare thèse bi livre lañ ko mujj def tuddee ko Nation nègre et culture bi nga xamante ni ñu ngi ko publié en 1954 1960 la ñu xaar pour jox ko li nga xamante ni mooy doctorat maanaam Cheikh Anta Diop teewul Cheikh Anta Diop mi ngi woy di amal spécialisation ci li nga xamante ni muy physique nucléaire ci laboratoire chimie nucléaire bu nekk Collège de France li mu ci jublu woon mooy créer ay méthodes ay approches yoo xamante ni dina ko mën a may mu gën a yaatal xam-xamam jëm ci wane ni Afrique dafa am histoire bu am solo ci liggéeyam bi tamit mu sukkandiku ci ay citation yoo xamante ne ni ay nit yu ci mel ni Hérodote ak Strabon ñoo ko def ay citation yuy firndeel que ni Égypte ancien Égypte bu yàgg ba seen xar kanam yi sax dafa nduroog africain noir yi moo xam ci seen wàllu couleur maanaam ay nit yu ñuul lañu woon laataa ñuy doon ay nit yu xees boo xoolee seen wàllu karaw ni mu mel seen wàllu bakkan yi ak seen tuñ yi ay ressemblance la yoo xamante ni ay africain noir dañ yoo xamante ni au fil des années au fil des millénaires ñoo transformé wu doon ay nit yu weex mais bu ñu remonté dans l'histoire ay nit yu ñuul lañu woon comme ñun Cheikh Anta Diop dem ba wane ni ci lu leer nañ que culture égyptienne ci boppam culture nègre la maanaam ay nit yu ñuul lañu woon mais yamu ci rek ci wàllu aspect physique bi maanaam ci wàllu melokaan kanam bakkan ak aspect physique yi ma leen limal mais même ci côté langue boo xoolee Égypte dañu am ay langues yoo xamante ni dafa inspiré wu ci li nga xamante ni mooy ñun suñu làkk yi moo xam muy séeréer moo xam muy wolof boo ko jëlee wolof tey dañ koy fekk ci langue égyptienne bu antique bi. En 1960 bi mu amee li nga xamante ni mooy doctorat bi nga xamante ni français yi mujjanteel bi nangul nañ ko mu ñibbi si Sénégal jàngale en tant que maître de conférence ci université bu Dakar bi nga xam ne nii tey moom lañ ko dippee mais teewul en 1981 la am titre professeur loolu lépp dina ci ñëw après parce que ay problème la yoo xamante ne nii moo waral lu ñu mel ñu bàyyi ba 1981 jox ko titre professeur ak maqaama bi mu am. Qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Tietou et est mort le 7 février 1986 à Dakar, toutes deux des villes du Sénégal. Il fut scientifique de formation, historien, anthropologue, chimiste et homme politique sénégalais. Il a été l'un des penseurs africains les plus influents du XXe siècle. Cheikh Anta Diop s'est attaché durant toute sa vie à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Ces thèses restent aujourd'hui controversées et sont peu reprises au sein de la communauté scientifique, en particulier au sujet de l'Égypte antique et de l'origine de la langue wolof. Cheikh Anta Diop a été un précurseur dans sa volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation. Pour Cheikh Anta Diop, l'Afrique est un sujet historique qui ne s'avère qu'en accédant à la conscience de soi, par quoi il se pose pour soi et pour autrui comme une individualité inviolable en droit, une liberté inaliénable en principe. Intellectuel et humaniste, Cheikh Anta Diop fut l'homme de l'intégrité morale et du refus des compromissions. Dans un contexte de marginalisation accélérée du continent, ces travaux, qui marquèrent le retour de la conscience historique de l'Afrique, appellent à la permanence du combat contre les racismes sous toutes leurs formes. kaneen ni la du école régionale bu Njaaréem bee waxu la dëgg maanaam maak Cheikh Anta sunu ñaari baaye bokk ndey ak baay ma donc war naa mën a dund ak Sëñ Tuubaa lu au moins ñaari at ak genn wàll mbaa ñaari at lu mat waaw kon war a mën a dund ak maam Cheikh Ibra Fall aussi juróomi at au total ndax maam Cheikh Ibra Fall 1930 la fi jógee Sëñ Tuubaa 1927 mu wax ma ni ma ba may jëndee ay téere 6e secondaire ngir mën a def entrer en 5e au lycée Van Vollenhoven, le livre d'histoire m'a instruit que
bi may xool égyptiens yi on les a maquillés. Keïtou, comme jaillit de nulle part, donne l'impression d'être figé devant la fuite sans cesse des jours qui éloigne et rapproche en même temps le souvenir de l'enfant tout aussi prodige que prodigue, celui-là qui a fait que la petite localité soit sortie de l'anonymat. Ces cases, ces concessions qu'une palissade entoure, des gens simples baignant encore dans une vraie ruralité, des hommes restés de la terre et d'une terre qui a donné au continent l'un des plus grands défenseurs de son histoire tumultueuse. Dans les entrailles de ce baol des profondeurs dort un immortel par la qualité de son legs. Les pharaons qu'il a passé son temps à étudier ont rêvé de déité et d'éternité. Lui était conscient de la finitude, ce que le Coran qu'il avait tout appris et la science qu'il connaissait s'accordent à considérer comme inéluctable. Il est parti à 63 ans, un âge que certains considèrent comme hautement symbolique. Son savoir, ses idées et son combat continuent d'être actuels, mais n'inspirent pas suffisamment une jeunesse de moins en moins portée sur la quête des connaissances. Cheikh Anta aurait pu être un marabout ou un paysan sur une terre anciennement tiède d'eau. L'école coloniale lui a donné l'opportunité de s'instruire et de se construire des arguments capables de déconstruire toute l'idéologie qui niait l'Afrique. La source, c'est Keïtou, hameau sans relief, sans bâtisse recouverte de marbre ou de faïence, sans édifice étagé qui dépasserait le minaret, comme ailleurs dans ces innombrables villages de migrants, de commerçants, de modou-modou qui ont bâti leur fortune en Europe. Qu'est-ce que Cheikh a-t-il rapporté à son terroir natal? Lui est revenu du pays des Blancs, riche de connaissances et convaincu que l'Afrique se développera par elle-même et dans le fédéralisme, ce qui tarde à se réaliser. Donc, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie, on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez Canal or the Isthmus of Suez to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Et le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory is, to that theory, it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races, and to indicate that some races are inferior to others. En effet, si les trois races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des capacités intellectuelles. Parce qu'ils n'auraient pas eu le même héritage. But if man has the same origin, then of course there cannot be there can be no intellectual hierarchy, because all of the races of the world, the three races of the world, would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. J'ai dit que si les trois races avaient des origines différentes, on aurait pu supposer
qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Et donc défendre l'idée de l'inégalité des races. C'est clair ça? If the three races had had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, having had a different intellectual history. Donc, on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour la défense de l'inégalité des races, la théorie du polycentrisme. The polycentric theory, then, is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. It's for this reason they've had people that it has been defended by so rigorously or vigorously by people. Mais la science l'a définitivement écarté. But science has, without question, set it aside. Donc, la théorie monogénétique, elle, montre que puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elle soit noire, blanche ou jaune. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. It's the monogenetic theory, then, that poses or will support the notion that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say, by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. No race is superior to any other. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. All races have the same intellectual capacity. Justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. The anterior lobe that I showed in the slide earlier is exactly the same for all the races. On a fait des travaux extrêmement poussés, ici en Amérique, en Europe et partout, sur l'anatomie du cerveau. The studies of the anatomy of the brain have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and everywhere in the world. En Europe. And in Europe. Oui. Et on n'a jamais trouvé de différence significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. And in no way has a difference any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Surtout au niveau du cerveau antérieur. And certainly not in the case of the forefront of the brain. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. Que les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais il peut y avoir, l'une peut être momentanément dominée par l'autre, c'est tout. Dans l'Antiquité, les Noirs ont dominé les Blancs, comme nous allons le voir tout à l'heure. Par la suite, les Noirs, les Blancs ont pris le dessus, comme aujourd'hui. All biologists and those scientists who are aware of this information know that there is no longer any question as to whether there is a superiority among the races. It is, however, possible that one race or another can dominate temporarily another race or other races. In antiquity, it was blacks who dominated, and that is perhaps not the case now. No. You have spent much of your life studying the history of Egypt. Who were the ancient Egyptians? How did they look? Ici, cette reproduction est importante. This is a very important reproduction. C'est dans le tombeau de Ramsès III. This is found in the tomb of Ramses III. 20e dynastie. The 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche.
The person on the left. C'est le type général, donc, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent. Of Africa. Of the continent of Africa. Welcome to the final part of our interview with one of the leading international scholars in the fields of anthropology and Egyptology, Dr. Cheikh Anta Diop. Dr. Diop, a nuclear physicist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the University of Dakar in Senegal. In this segment, Dr. Diop discusses a scheme designed to, well, let's take a look. Les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités,
qui par conséquent devait conquérir le droit de citer par la force, tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque traditionnelle et science ou philosophie. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elle fleurissait, et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle, donc, Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ses biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Pythagore s'était fait recommander du tyran de Samos à l'époque, et il est venu, c'était sous Amasis, le pharaon d'Égypte, qu'il a envoyé à Thèbes, à Héliopolis d'abord, et les prêtres d'Héliopolis lui ont dit qu'ils ne sont pas versés dans les sciences, il faut aller à Memphis. Il va à Memphis, les prêtres de Memphis le renvoient à Thèbes. Vous voyez, l'Égyptien n'était pas chaud pour divulguer la science. Il y avait plusieurs niveaux d'initiation. Et malheureusement, vous voyez, une civilisation qui se perd, n'est-ce pas, recèle, si vous voulez, les éléments fossoyeurs même, ses propres éléments fossoyeurs, mais on ne s'en rend pas compte. Et cet esprit initiatique a perdu l'Égypte parce que l'Égypte était une civilisation élitiste. Alors Pythagore va à Thèbes pour se faire initier, et là aussi, on ne le reçoit pas, on le renvoie. On lui fait faire des travaux rébarbatifs qui ne servent à rien, de creuser des trous. Voilà. Et puis après, on lui dit de l'emblayer. Et il s'est prêté de bonne grâce à toutes ces brimades. Et finalement, les prêtres égyptiens l'ont pris en sympathie et ont décidé de l'initier. Voilà donc comment Pythagore a fini par vaincre la résistance égyptienne. Et ils l'ont rasé. Donc il y a tout un rituel auquel il s'est soumis. Et il a été initié. Et il est resté pendant 20 ans, 22 ans en Égypte. On ne reste pas dans un pays pendant 22 ans pour apprendre des recettes. Donc, le théorème dit de Pythagore, l'Égyptien le connaissait, c'est un des problèmes, c'est le problème numéro 6 du papyrus de Moscou. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur tout cela. Dans la duplication du carré, il fallait absolument aboutir également au théorème, justement, de Pythagore. Et les Égyptiens ont défini une longueur qui permet de construire un carré double et qui est égal à A racine de 2, le nombre irrationnel. Par conséquent, le double, la définition d'une longueur qui s'appelle le double Riemann et qui consiste précisément à réaliser la duplication du carré, cette seule définition d'une longueur dans la géométrie égyptienne, impliquant la connaissance à la fois de du côté et multipliée par racine de 2 pour avoir précisément la diagonale qui donne le côté du carré double, montre, à n'en pas douter, que l'Égyptien connaissait ce théorème et qu'il le démontrait sans chiffres, effectivement, et tant d'autres choses. Et par voie de conséquence aussi, les nombres irrationnels que l'on a attribués à Pythagore. Ainsi donc, c'est comme ça que Pythagore est resté si longtemps en Égypte pour s'instruire. Et les Égyptiens ont souvent dit, que souvent, Diodore l'a relaté, que les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. Les Égyptiens étaient extrêmement symbolistes dans la transmission de leurs sciences et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes pré-algébriques qu'utilisait Pythagore, et en tout cas les pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit, ses écrits n'ont pas survécu. Mais les pythagoriciens de Crotone, n'est-ce pas, on a retrouvé les signes pré-algébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens
qui montre à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage, souvent l'inventaient. C'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincue, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. C'est Platon, Strabon, qui était un grand savant de l'Antiquité, mais un savant chauvin qui était conscient de la valeur de la civilisation de la Méditerranée septentrionale à son époque. Strabon relate que quand ils ont visité l'Égypte, quand il a visité l'Égypte et le Fayoum, ils étaient en groupe, on leur a montré les chambres où Platon et Eudoxe, le mathématicien, séjournaient quand ils sont venus se faire initier à la cosmogonie égyptienne d'Héliopolis. On leur a montré les chambres où séjournait Platon, où Platon et Eudoxe ont séjourné. Pendant 13 ans, ils sont restés en Égypte pour se faire initier dans la cosmogonie héliopolitaine. Et si vous voulez en avoir une preuve palpable, relisez le Timée de Platon, où justement sa cosmogonie est consignée, et relisez la cosmogonie héliopolitaine. Vous ne pouvez pas comprendre les lacunes et les obscurités de Platon si vous ne relisez pas, si vous ne prenez pas côte à côte, n'est-ce pas, lisez pas, n'est-ce pas, parallèlement, la cosmogonie héliopolitaine et le Timée de Platon. Mais alors toutes les obscurités s'éclairent d'une lumière singulière. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans Civilisation ou Barbarie. Donc, les éléments ne manquent pas pour retracer justement cette influence que l'Égypte a eue sur la Grèce en particulier et sur l'Occident d'une façon générale. Et les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contre-preuve. La constance, c'est de ne pas accepter les idées reçues telles qu'elles étaient données, parce que vous dites il faut refuser la fidélité, car la fidélité crée l'infécondité. Oui, cela empêche de réfléchir? Oui, mais parce que vous êtes en rapport presque de communion avec l'objet que vous voulez étudier. Il faut une distanciation pour pouvoir faire de la science. Oui. Il faut que l'objet sorte de vous et non pas immergé en vous. Oui. Par conséquent, si vous ne prenez pas de distance, vous ne risquez pas de voir véritablement l'objet sous son véritable jour. Alors, est-ce cette posture qui vous a permis, Amadou Ali Dieng, d'être critique sur Nation et culture de Cheikh Anta, qui, à vos yeux, ne serait être ni la Bible ni le Coran? On peut en discuter. Non, c'est-à-dire que si nous regardons le titre de Nation et agriculture, on doit s'interroger sur d'abord le mot nation. Y a-t-il eu des nations réellement en Afrique? Nègre, est-ce que les nations, on peut l'associer à la couleur de la peau? Et ensuite aussi, culture sans S, parce que les gens mettent des S tout le temps sans se rendre compte que c'est sans S, qui correspond bien à la thèse secondaire qu'a soutenue Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ça veut dire qu'il y a là une sorte de jacobinisme culturel. Jacobinisme culturel, mais doublé d'un fédéralisme, d'un girondisme politique. Le fédéralisme, c'est quelque chose que reconnaît Cheikh Anta Diop, d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Par conséquent, c'est à cette époque, d'ailleurs, autant Cheikh dit nation nègre, Senghor dit nation blanche. Mais aussi Mamadou Dia dit nation africaine et solidarité mondiale. Oui. Donc, il y a un contexte sur lequel que nous devons prendre en compte et prendre nos distances par rapport aux concepts qui ont été lancés pour voir exactement ce que ça recouvre. Est-ce qu'il y a une liaison entre la race et la nation? En tout cas, Renan le conteste. D'ailleurs, on le voit bien exprimé encore chez Mamadou Dia. Parce qu'il est bon de revenir à ces débats, qui sont des débats importants. Parce qu'il ne peut pas échapper à la réflexion, à une réflexion sur l'État, la nation, parce qu'il y avait des territoires qui allaient devenir plutôt indépendants. Parce qu'ils ont essayé de tenter de théoriser. Maintenant, je me refuse
accepter toutes les thèses défendues par des Africains. Oui. Il y a des choses qui sont justes. Par exemple, avec Cheikh Anta, je partage beaucoup de choses. Parce que le nationalisme, nous le partageons intégralement. Et nous le savions aussi bien qu'on était en rapport de sympathie, à proprement parler. Parce que, comme je le dis souvent, les gens ne le savent pas, il m'a dédié sa thèse, Cheikh Hamidou Kane et moi, où il écrit à Amadi Alidien et à Cheikh Hamidou Kane qui m'ont économisé des années de bibliothèque. Par conséquent, indépendamment de ça, quand on m'a chassé de l'université, c'est Cheikh Anta qui m'a trouvé du travail. Celui-là, je ne veux pas être contre lui. Au contraire, nous avons de bons rapports personnels. C'est nous qui lui donnions les livres qu'il ne pouvait pas sortir de la bibliothèque de l'École nationale de la France d'Outre-mer, où j'étais élève, où Cheikh Hamidou Kane était élève, alors que lui, il était extérieur, il ne pouvait pas sortir les livres. C'est nous qui lui avons donné les livres. Par conséquent, c'est dire simplement que ce que je discute, c'est certaines de ses idées. Et je crois que pour avancer, il vaut mieux discuter des idées plutôt que de répéter. Bien sûr. Moi, je ne fais pas du talibéisme. Oui. Alors peut-on penser... Chaque fois qu'on m'invite à parler de Cheikh Anta, de son travail, de ce qu'il a fait, c'est toujours avec plaisir que je donne mon accord, que je réponds présent. Donc je vous remercie pour cette nouvelle opportunité que vous me donnez de parler de Cheikh Anta. Alors, avant d'arriver à Cheikh Anta lui-même, il faut que je vous explique pourquoi moi je peux parler de Cheikh Anta de manière, disons, normale. Parce que par le temps qui court, il y a beaucoup de gens qui, chaque fois qu'ils sont invités, sont contents de parler, même si ils ne sont pas des voix autorisées. Alors moi, je n'aime pas faire ce genre de choses. Si je parle de Cheikh Anta, c'est parce que je pense pouvoir le faire, pas de l'ensemble de l'homme Cheikh Anta, mais au moins d'une partie de l'homme Cheikh Anta. Parce que moi, j'ai travaillé avec Cheikh Anta. Cheikh Anta, je l'ai connu pour la première fois à l'occasion d'une visite organisée par notre professeur de préhistoire, le professeur Cyr Descamps, en 1975, si je ne m'abuse, je faisais le duel 2. Et Cyr Descamps nous avait amené visiter le laboratoire de Cheikh Anta. C'est la première fois que j'ai vu l'homme. Et il m'avait beaucoup impressionné. Par la suite, c'est en 77 que je l'ai revu. Et je l'ai revu pourquoi? Parce que je venais de terminer un mémoire de maîtrise intitulé « L'Égypte et l'Éthiopie chez Diodore de Sicile et Strabon ». Et c'est en faisant ce mémoire que j'ai découvert qui était Cheikh Anta, à travers ses travaux. Et parce que Cheikh Anta a parlé de Hérodote, Diodore de Sicile et Strabon. Ce sont des auteurs classiques qu'il a beaucoup utilisés dans son combat, seulement pour montrer que la civilisation égyptienne était une civilisation noire. Donc, je l'ai découvert à travers ses travaux. Et quand j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise, mes professeurs m'ont recommandé de demander une bourse de 3e cycle parce qu'ils voyaient en moi quelqu'un qui devait pouvoir continuer ses recherches. Merci. Donc, quand j'ai demandé la bourse de 3e cycle, j'ai eu la chance de l'obtenir et d'obtenir également l'occasion d'aller poursuivre mes études en France, puisqu'à l'époque, le 3e cycle, l'université de Dakar ne faisait pas de 3e cycle. Alors, c'est pour lui demander conseil que je suis allé le voir, parce que je voulais faire égyptologie. Après avoir fait ce mémoire de maîtrise, j'étais convaincu que j'avais trouvé la discipline de ma vocation. Donc je suis allé le voir pour lui dire, mais professeur, voilà, j'ai une bourse de 3e cycle, je suis venu vous demander conseil. Quelle université choisir parce que je veux faire égyptologie? Alors, il me dit, oui, vous voulez faire égyptologie? Ah, c'est très bien, voilà des années que je recherche des jeunes pour s'inscrire dans ces recherches d'égyptologie parce que nous ne pouvons pas faire notre histoire sans la dimension égyptologique.
Je suis très content. Alors, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils parce que je lui avais dit que mon dossier avait été accepté à Lille, à Montpellier et à la Sorbonne, à Paris 4. Donc, je lui demandais quelle université choisir parce que je n'avais aucune idée sûre. Il me dit, ils sont tous pareils, ils ont tous les mêmes idées, mais je vous recommande d'aller à la Sorbonne, à Paris 4. Pourquoi? Parce que Paris, c'est une ville, comme avait sans pareil. Vous aurez beaucoup de possibilités. Et puis, ceux qui font l'égyptologie à Paris, je les connais. Et je sais qu'il y a le professeur Leclan qui est, disons, par rapport à... Si on les compare tous, c'est le plus commode. Donc, je te recommande d'aller à Paris. C'est comme ça que j'ai choisi d'aller à Paris 4. Donc, je vais à Paris 4 sur ces recommandations. Mais avant d'y aller, puisque je savais que je devais aller faire égyptologie, je suis allé à la bibliothèque pour voir un peu à quoi cela ressemblait. Parce que je savais que les Égyptiens avaient une langue, une écriture. Et je suis allé voir un petit article sur les hiéroglyphes. Et quand j'ai lu ça, j'étais presque abattu. Parce que c'était tellement compliqué que j'étais convaincu que je ne pourrais pas faire ça. Alors, dans le doute, je suis retourné le voir. Je lui ai dit, mais professeur, moi je pense que c'est très compliqué, l'écriture égyptienne. Il me dit, oh, vous savez, les oiseaux que vous voyez, les déserts, mais c'est rien du tout, ce sont des signes arbitraires. Hein? Comme n'importe quel signe. Non, il ne faut pas que cela vous décourage. Il m'a tellement réconforté que, bon, je suis sorti de son bureau complètement regonflé à bloc. Donc c'est comme ça que je suis parti. À mon retour, donc j'ai fait 4 ans en France. Je ne dirai pas les difficultés que j'ai rencontrées, même si le clan est effectivement quelqu'un de grand gentleman. Je le reconnais parce que c'est avec lui que je ferai ma thèse de doctorat d'État. À la mort de Cheikh Anta, il a pris la relève. Bon, le clan était quelqu'un de très commode, mais il n'a pas hésité à me tester. Et à essayer de me liquider, ça c'est sûr. Bon, parce qu'il m'a laissé travailler pendant 2 ans sur un sujet. Et à la fin de la 2e année, il m'a fait comprendre que ce sujet-là, je ne pouvais pas le traiter. Il aurait pu me le dire dès la première année. Mais c'était une manière comment dirais-je, d'essayer de me désarçonner. Mais heureusement pour moi, le sujet qu'il m'avait proposé, j'ai pu le faire en 1 an. Et quand je lui ai présenté le sujet, les résultats de mes recherches, il était lui-même ébahi en me disant, mais comment tu as fait? J'ai dit, oh, vous savez, nous autres Africains, on est un peu des sorciers sur les bords. Bon, alors disons que il y a eu un grand respect, une grande estime qui sont nés entre moi et le professeur Leclan. C'est l'enseigne qu'il a accepté quand Cheikh Anta est parti en 86 de prendre la suite. Parce que quand je suis rentré à Dakar, je me suis inscrit sous la direction de Cheikh Anta. Donc je rentre et le hasard, c'est pas le hasard, c'est le bon Dieu. Je suis rentré en octobre 81. Et Cheikh Anta, c'est en ce moment-là, véritablement, que je commencerai à le fréquenter de manière assidue. Donc vous voyez, en 81, je rentre au mois d'octobre, et en 81, la même année 81, Cheikh Anta devait commencer ses enseignements à l'université de Dakar. Cela peut paraître bizarre parce que Cheikh Anta a soutenu sa thèse de doctorat d'État en 1960. Et entre 1960 et 1981, Cheikh Anta n'a pas enseigné. Et ce n'est qu'en 81 qu'il commence à enseigner. Moi, je rentre de Paris. Il me dit, bon, tu n'es pas encore recruté, mais je te prends comme assistant. Il n'y avait pas de poste, mais il avait décidé de me prendre comme assistant. Et pour comprendre un peu le caractère un peu bizarre de ce choix, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était rentré en même temps que moi, qui avait été choisi, qui avait été recruté, mais il me dit que c'est toi que je prends comme assistant.
Bon, les gens qui nous écoutent, certains d'entre eux savent de qui je veux parler. Je ne vais pas donner son nom ici. Mais Cheikh Anta a décidé de me choisir moi. Bon, avec le recul du temps, je pense que c'est peut-être parce qu'il se disait que moi, comme je n'avais pas encore le pied à l'étrier, il devait me prendre pour me mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça que j'interprète la chose. C'est dans sa générosité. L'autre, son problème était réglé. Moi, mon problème n'était pas encore réglé. Donc, il me prend sous son aile protectrice. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc, Cheikh Anta commence ses cours en 81 et je deviens son assistant par sa volonté. Ça signifie que quand il faisait ses cours, il les faisait en maîtrise. Il en fera en DEA, mais c'est surtout en maîtrise, parce que le DEA n'existait pas encore. En maîtrise, il commence ses cours et quand il faisait ses cours, je venais assister à ces cours-là. Et à l'époque, il utilisait pour illustrer ses propos un projecteur de diapositive, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de vidéoprojecteur. Et c'est moi qui tenais le projecteur de diapositive. Et il a eu comme premier étudiant Ibrahim Tchoub, qui a été recteur par la suite, Hamadi Bokoum, qui est aujourd'hui directeur du musée des civilisations noires, un certain Moustapha Kébé, un inspecteur d'histoire et de géographie à la retraite, un certain Amadou Fall, qui a enseigné à la FASTEF, qui est maintenant à la retraite. Donc ce sont des noms qui me reviennent comme ça, de manière automatique. Et il faisait tout pour le coller. Alors, et il riait, il savait que, vous savez, c'est un jeu entre enseignants et il se préparait pour lui poser des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. Mais il riait, il disait, bon, vous savez, pour telle et telle chose, voilà comment il faut comprendre, etc. Et il se rendait compte qu'effectivement, il n'avait pas réussi à le coller. Et c'est comme ça donc que moi, je suis resté avec lui pendant toute l'année 81 et l'année 82, parce que je suis rentré en octobre 81. Donc on a fait fin 81, début 82, fin 82 ensemble. Et à la fin de l'année 82, j'ai décidé de prendre un sujet de doctorat d'État sous sa direction. Le sujet était ainsi libellé, l'origine des Fulbe et des Halplaren, approche égyptologique. Donc, il me dit, bon, il n'y a pas de problème, j'ai encore la lettre par laquelle il acceptait de conduire mes recherches. Et donc, on a travaillé ensemble. J'étais toujours son assistant, je travaillais, donc je faisais mes recherches parce que là aussi, c'est lui qui m'a inspiré. Parce qu'il était le seul à avoir, selon moi, donné une réponse, disons, scientifiquement acceptable sur l'origine des Peuls. Vous savez, l'origine des Peuls a intéressé beaucoup de gens, des administrateurs coloniaux jusqu'aux spécialistes de l'ethnologie, de l'anthropologie. Tout le monde s'est penché sur les Peuls parce que les Peuls ont effectivement donné du fil à retordre aux Français et les gens étaient convaincus qu'il fallait étudier cette population-là pour pouvoir un peu la comprendre et essayer de la dominer. Mais lui, vous savez, il avait une vision très, très intéressante. Contrairement à ce que disaient ces spécialistes, à savoir que les Peuls étaient des Blancs, ils se sont beaucoup mélangés avec des Noirs et qui ont donc perdu leur phénotype originel. Cheikh Anta a inversé la perspective. Il a dit que les Peuls, c'était des Noirs qui se sont mélangés avec des Blancs en situation de minorité ethnique, et cela s'est passé en Égypte ancienne, au Nouvel Empire. Et donc, moi, c'est ce qui me paraissait plus, comment dirais-je, cohérent. Parce que, si vous voyez les Peuls, ils ont effectivement un phénotype un peu particulier au sein des Noirs. Mais si vous analysez en profondeur leurs mœurs, leurs coutumes, mais vous vous rendez compte que ces Peuls-là, ils partagent tout avec les autres Noirs. Par exemple, le système matrilinéaire.
Alors que tous les nomades censés, donc, auxquels ils sont censés appartenir, si on suit la thèse des spécialistes occidentaux, tous les nomades ont comme système le système patrilinéaire. Eux, ils ont un système matrilinéaire. Et le pulaar, leur langue, eh bien, n'est pas apparenté à ces langues donc, de nomades, berbères ou à d'autres langues. Non, le pulaar est apparenté au sérère, au wolof et au soninké. Donc, dans ces conditions-là, il faut reconnaître que c'est Cheikh Anta qui a vu juste. Puisque si les Peuls n'étaient pas des Noirs comme les autres, qui ont juste changé de phénotype, ils ne partageraient pas ces éléments-là avec les autres Noirs. Voilà, l'enfance de Cheikh Anta. Donc, Cheikh Anta, par la force des choses, je me suis intéressé à l'homme. Bon, Cheikh Anta est né officiellement le 29 décembre 1923 à Thiaïtou. Thiaïtou, c'est dans le Cayor, les gens disent dans le Bawol pour certains. Donc, c'est, disons, dans cette zone, pas loin de Diourbel. Et Cheikh Anta, donc, perd son père rapidement. Je crois que son père n'a pas vécu très longtemps avec lui. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, parce que sa mère, Maguette Diop, sa mère a dû, je pense, se remarier. Et Cheikh Anta donc l'a suivi sur son lieu de vie. Et c'est comme ça que Cheikh Anta a fréquenté la maison, disons, du premier des Baye Fall, la maison de Cheikh Ibra Fall. Mais le prénom qu'il porte lui-même, Cheikh Anta, est celui du frère cadet de Serigne Touba. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui appartient à la famille mouride et de par, disons, ses parents. Et il fait l'école coranique, bien sûr, quand on appartient à ce milieu, on ne peut pas y échapper. Il fait l'école coranique, mais sa mère décide de l'envoyer à l'école primaire. Vous voyez, c'est une décision déjà, vous voyez, particulière, parce que sa mère avait pris conscience de l'importance de l'école des Blancs, même si beaucoup dans le milieu mouride à l'époque n'étaient pas pour l'école française. Cheikh Anta donc est envoyé à l'école française. Et c'est ainsi qu'il va fréquenter, après son certificat, il fréquentera le lycée Van Vollenhoven, qui est devenu par la suite, qui a changé de nom. Je crois que c'est le lycée Lamine Gueye. Lamine Gueye. Et après, pour des raisons de différends avec un de ses enseignants, après sa troisième, il ira à Saint-Louis où il aura sa première partie de bac. Et il reviendra au lycée Van Vollenhoven pour faire la deuxième partie du bac. Et il fera, et c'est là où ça devient intéressant, il fera 2 bacs. Enfin, quand on dit bac, le bac n'existait pas encore. C'était ce qu'on appelait je crois, le certificat de capacité coloniale ou une appellation comme ça. Hein. C'était une sorte c'est l'équivalent du bac. Hein. Certificat de capacité coloniale, hein, si je ne m'abuse. Alors, il fait en fait 2 bacs. Parce qu'en juin ou juillet, il a fait un bac mathématique, matélème. Et en octobre, il fera le bac A, le bac de philosophie. Donc vous voyez quelqu'un qui fait 2 bacs, même aujourd'hui, ça ne court pas les rues. Et donc, Cheikh Anta, c'est en 1945. Avec ces 2 bacs, il obtient une bourse. Et c'est cette bourse-là qui l'enverra donc en France. Mais avant de le suivre en France, disons que déjà, quand il était encore au Sénégal, j'ai dit qu'en 3e, il a eu des problèmes avec un de ses enseignants. Vous savez, à l'époque, le racisme était quelque chose de très présent. Hein. Et il y avait des enseignants qui ne pouvaient pas, par exemple, tolérer des élèves noirs brillants. Et comme Cheikh Anta était quelqu'un de brillant et quelqu'un qui ne gobait pas tout ce qu'on lui disait.
Quand c'était quelqu'un qui avait un esprit critique et qui se permettait de relever certaines contradictions, il n'était pas souvent apprécié par ses enseignants. Donc, Cheikh Anta a eu ce problème-là. Et son tuteur de Dakar a dû le soustraire à la vindicte de cet enseignant pour l'envoyer à Saint-Louis.